faut aller bousculer nos propres convictions au regard de l'événement. Mais ce n'est pas seulement le journaliste qui parle. De ce point de vue, c'est le citoyen. Aujourd'hui, l'événement est notre seul parti pris. D'où qu'ils viennent, ceux qui tirent le signal d'alarme, ceux qui disent ce n'est plus possible. Alors ils n'ont pas forcément beau visage, le peuple tel qu'il est, il peut avoir ses beautés et ses laideurs. Et comme dans tout mouvement social, il brasse le peuple tel qu'il est, avec ses préjugés, ses aigreurs, mais aussi ses espérances. Et la politisation se jouera dans ce mouvement-là. Il y a dans les choses vues, Victor Hugo, j'ai mis en exergue des choses. Parce que les choses vues de Victor Hugo, c'était son journal d'actualité, et le moment le plus passionnant, qui est le moment de sa radicalisation. Hein. Il est pair de France avant la Révolution de 1848. Il est vraiment un notable. Hein. Et il n'est pas du tout converti aux idéaux républicains. Il voit encore derrière le mot égalité l'envie. Il écrit derrière l'égalité, il y a l'envie, il y a cette populace qui veut me prendre ce que je possède, cette peur des possédants. Mais quand il y a le basculement entre 18, il sent quelque chose en 1847 parce qu'il a la vision des voyants, et puis après il y a 1848, et là c'est là que se passe vraiment sa radicalisation progressive, après les journées de juin 48, puis sa rupture, son exil sous le Second Empire. En 1848, il écrit ceci qui est formidable: le plus excellent symbole du peuple, c'est le pavé. On marche dessus jusqu'à ce qu'il vous tombe sur la tête. Voilà, l'idée, voilà, on oublie le peuple, puis un jour, il se réveille. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une scène formidable qui renvoie exactement au boomerang qu'a vécu Macron dans son arrogance. C'est en juillet 1947, il y a une affaire de corruption qui concerne un ancien ministre de la guerre, qui concerne un autre pair de France, et qui se passe dans un contexte de fêtes munificentes qui sont organisées au bois de Vincennes par l'un des parents du monarque. Et donc, il voit, à la fois, il raconte ce scandale, et il participe à cette fête qui finit jusqu'à l'aube, avec des beaux équipages qui passent dans tout l'Est parisien, qui est l'Est parisien des quartiers populaires, comme on dirait les banlieues d'aujourd'hui. Et racontant la scène, il dit, quand même, quand il voit ces gens qui regardent, ces pauvres gens, ces travailleurs pauvres qui voient cette richesse qui défile devant eux, Victor Hugo dit, « Ceci est plein de périls. Quand la foule regarde les riches avec ces yeux-là, ce ne sont pas des pensées qu'il y a dans tous les cerveaux, ce sont des événements. » Des événements. Et l'événement des Gilets jaunes, c'est ça. Ce sont des travailleurs pauvres, des travailleurs qui vivent ce qui s'est créé depuis 30 ans. Le fait qu'on peut avoir un travail, le contrat à durée indéterminée a été beaucoup grignoté, donc on a un travail avec des CDD, avec des choses comme ça, mais on a un travail. Mais contrairement à ce qui se passait il y a 30-40 ans dans les générations précédentes, avoir un travail, c'était être hors du besoin, même si on gagnait peu. Aujourd'hui, on peut avoir un travail et ne pas pouvoir finir son mois. Et à ça s'est ajouté, ce qui est un phénomène très frappant sur les ronds-points, les deux populations très présentes au début, ce sont les femmes, avec le côté double travail des femmes aussi, et les retraités. Parce qu'un des phénomènes qui a été très profond dans ce qui s'est passé sous Macron, et où Macron évidemment n'avait aucune culture sociologique, c'est le fait d'avoir décidé de taxer les retraites, y compris les petites retraites avec la CSG. Et les petites retraites, on est au cœur là d'un vrai ruissellement, c'est-à-dire qu'il y avait encore, il y a des solidarités, y compris une petite retraite permettait d'aider les petits-enfants que les parents ne peuvent pas aider. Et aujourd'hui, sur les ronds-points, on a eu plein de témoignages de gens qui étaient retraités, donc disponibles, et qui disent « mais moi je n'y arrive plus, et je ne peux plus prendre mes enfants, les petits-enfants, les amener au cinéma, faire des choses avec eux. » Quelque chose de très, très concret qui s'est passé. Donc, parier sur l'événement. Et de ce point de vue, pour faire le lien avec les questions écologiques, j'ai été très frappé combien
quand il y a eu la marche sur le climat, c'est Cyril Dion qui a dit ça à la place de la République. Il a dit, un des Gilets jaunes avait parlé, il a dit, mais au fond, les Gilets jaunes nous montrent cela. Nous ne nous en sortirons pas sans confrontation. Nous n'arriverons pas à empêcher ce train d'enfer sans confrontation. Et en anticipant un des autres points que je vais traiter tout à l'heure, ne jamais oublier que dans la dérive sécuritaire, quand il y a eu les attentats en 2015, c'était au moment de la COP 21. Et qu'elle a été utilisée pour réprimer ceux qui se mobilisaient sur la question du climat. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise tous les prétextes pour empêcher que nous tirions le signal d'alarme. Et il faut nous organiser pour pouvoir tirer le signal d'alarme. Ce n'est pas une question de mots, ce n'est pas une question de paroles. Nous sommes face à des pouvoirs qui sont très lucides sur l'injustice sur laquelle ils sont. Et donc qui ne céderont que dans un rapport de force. Et de fait, les quelques mesures économiques et sociales qui, selon l'OFCE, seront bonnes pour la croissance et le pouvoir d'achat qui ont été obtenues par les Gilets jaunes, pas par les syndicats, pas par aucune négociation sociale. C'est les mesures qui ont été annoncées fin décembre. Mon deuxième point, c'est l'égalité. Il y a une autre phrase de Walter Benjamin dans les thèses que je voudrais vous citer. À chaque époque, il faut tenter de refaire la conquête de la tradition contre le conformisme qui est en train de la neutraliser. Et là, dans ce livre, je développe une thèse qui m'est chère, que j'avais développée dans un livre précédent. Et je pense que les Gilets jaunes en sont l'illustration concrète en France. La thèse, c'est que si on veut retrouver un chemin d'espérance, il faut un peu se débarrasser du XXe siècle et renouer avec le XIXe siècle. Il faut se débarrasser du XXe siècle qui est au fond celui des partis, des avant-gardes, des experts, des sachants, de ceux qui possèdent le bien, qui le possèdent soit en étant au pouvoir, soit en étant dans l'avant-garde partisane. Il faut se débarrasser aussi du XXe siècle parce que, au fond, la petite période lumineuse post-catastrophe des Trente Glorieuses n'empêche pas que ce fut le siècle le plus terrible, qui a mis le plus en péril l'humanité et qui a été le plus catastrophique pour l'humanité. Et donc, comment trouver un chemin? Pour moi, il faut tout reprendre par le début. Et tout reprendre par le début, c'est retrouver cette tradition. Et cette tradition a un mot qui est au cœur de ce mouvement social, qui l'a fait surgir par des gens qui, justement, ne sont pas des avant-gardes, se méfient de la politique traditionnelle, n'ont pas d'étiquette, mais qui spontanément ont réhabilité ce mot, l'égalité. L'égalité. Cette idée toute simple que c'est ça le levier. Nous naissons libres et égaux en droit, sans distinction d'origine, de condition, d'apparence, de croyance, de sexe, de genre, et eux partent d'abord de la question sociale, mais brandir l'égalité, c'est le seul remède contre le piège identitaire que je citais tout à l'heure. Et ils sont partis de l'injustice fiscale. Ils sont partis de l'inégalité la plus voyante aujourd'hui. Que toutes les révélations sur l'évasion fiscale l'ont montré, mais je ne vais pas citer tous les chiffres que je reprends dans le livre, hein, que vous connaissez à l'échelle mondiale, les rapports d'Oxfam, les 26 personnes les plus riches du monde qui possèdent autant que 3 milliards 800 millions d'individus, mais en même temps, de la part de Macron, et ça n'était jamais arrivé comme ça, ce n'était pas le cas de manière aussi visible, aussi manifeste sur les présidences précédentes, c'est ce choix d'une politique pour ces ultra-riches. Jamais il n'y a eu autant de dividendes donnés aux actionnaires des grandes entreprises du CAC 40 en 2018. Et pourquoi? Parce que justement les dividendes ne sont plus taxés. Parce que les avoirs financiers ne sont plus taxés. Parce que cette richesse spéculative n'est plus taxée. Et dans le même moment, ce qui est au cœur de l'inégalité en France, il y a des inégalités salariales, mais c'est évidemment, et dans le monde, c'est l'inégalité de patrimoine. Comme le dit Piketty, c'est le passé qui dévore l'avenir. Il vaut mieux être bénéficiaire d'héritage et de cette inégalité, au fond, de rente,
que du travail. Et c'est ça qui est institué et qui crée ces élites offshore. Alors, souligner cela, c'est dire combien, évidemment que ça ne garantit pas le futur, qu'il ne suffit pas de partir de la question de l'égalité vue du point de vue social pour embrasser toutes les dimensions de la question de l'égalité, c'est-à-dire évidemment l'égalité par rapport à l'origine, par rapport à l'apparence, par rapport à la croyance, par rapport au sexe, par rapport au genre. Mais il est évident que, et on le voit dans les textes des Gilets jaunes, dans les discussions qui ont eu lieu, encore une fois, non pas les soi-disant porte-parole autoproclamés qu'on voit dans les médias de masse ou dans les incidents, mais dans leur élaboration collective, dans leurs textes, on voit ce chemin de l'égalité qui, de l'égoïsme égalitaire, d'abord l'égalité pour moi, fait passer à une vision de l'égalité différente. En tout cas, c'est l'enjeu d'une bataille, de cette bataille politique dans laquelle, évidemment, toutes les forces de l'émancipation auraient dû se jeter, au lieu d'être spectatrices, au lieu d'attendre, au lieu de prendre avec des pincettes, au lieu d'être dubitatif par rapport à cet inconnu. La preuve que c'est le bon fil conducteur, c'est le troisième point. Pour moi, l'événement le plus inattendu dans ce mouvement, et qui s'est passé très concrètement dans le choix des manifestants, dans le moment où le pouvoir a vraiment fait peur, c'est-à-dire en décembre, notamment le 8 décembre, le fait d'aller à l'ouest de Paris, ce qui était totalement inédit, de vouloir aller à l'Élysée, de vouloir aller vers les lieux de pouvoir. La surprise pour moi, et ça ne s'était jamais produit, sous la Ve République, sauf dans un des aspects de mai 68, eh bien, c'est qu'ils se sont emparés de la question démocratique. Mieux que tous les colloques de constitutionnalistes sur la question du pouvoir personnel, la question de la Ve République, la question de ce césarisme, bonapartisme, présidentialisme français, de façon populaire, très concrète, ils s'en sont emparés. En focalisant ça sur la personne de Macron, mais fondamentalement en comprenant qu'il y avait un système monarchique, même s'il n'est pas héréditaire, d'une monarchie élective. Et qu'il faut en sortir, d'où évidemment tout ce qui a bricolé le référendum d'initiative citoyenne, des assemblées citoyennes, mais tout d'un coup la compréhension que la démocratie, c'est pas simplement choisir un représentant. Que la démocratie, c'est un écosystème autrement complexe. Alors bien sûr qu'il y a les excès d'une démocratie totalement égalitaire, totalement participative, avec ses illusions. Mais il y a une façon de bousculer le conformisme dont parlait Walter Benjamin tout à l'heure. C'est au fond cette lassitude démocratique qui est de nous faire croire que être en démocratie, c'est simplement choisir des représentants. Et encore pire, choisir un représentant qui, à lui seul, va confisquer la volonté de tous. Eh bien non, la démocratie, ce n'est pas simplement la démocratie représentative. Et même la démocratie représentative peut tout à fait s'accompagner de régressions démocratiques. On vote en Turquie, on vote à Moscou, on vote en Hongrie, on vote au Brésil, on vote aux États-Unis. Nous sommes dans ce moment-là. La démocratie où on vote, regardez l'annonce des élections précipitées en Israël avec l'alliance avec l'extrême droite. Donc on vote, et le vote n'est pas une garantie. Et le vote peut être même le meilleur moyen d'être dépossédé. Lucidité qu'il y avait chez Tocqueville, et toujours le retour au XIXe siècle, dans De la démocratie en Amérique, où il parlait de cette tyrannie douce, où le peuple vote tous les 7 ans pour choisir son maître, et retourne au silence. Et donc les Gilets jaunes, mieux que toute force politique, sachant qu'en plus toutes les forces politiques françaises se sont converties au présidentialisme et sont gangrénées par ça, d'où tout leur drame, d'où tous leurs problèmes de leader, d'où toute leur impuissance, d'où toute leur incapacité à avoir des bases populaires, à avoir des partis populaires, car ils sont pris uniquement dans cette professionnalisation de la politique, où le choix d'un seul crée toute une culture des politiques professionnelles, des carrières professionnelles, du clientélisme autour de celui que l'on choisit. Et donc il y a
une extraordinaire bonne nouvelle qui sera peut-être défaite, comme l'a été défaite la Commune de Paris, comme a été défaite la Deuxième République. Hein. Je ne dis pas, mais je dis juste qu'il faut prendre cette bonne nouvelle, car elle dit que cette question, on disait avant, mais la question du président, tout le monde, c'est populaire d'élire un président de la République en France, vous ne pourrez pas convaincre les gens qu'il faut revenir à une démocratie plus délibérative, plus parlementaire, etc. Et là, on l'a. Avec y compris des modes d'assemblée. Il faut aller voir les vidéos de leurs assemblées, des modes de parole, des modes d'intervention, et y compris des modes d'action où ils reprennent un imaginaire. L'imaginaire des cahiers de doléances, mais mieux. On la trouve peu soulignée, j'ai parlé du rôle des femmes. Au même moment sortait le film de Pierre Scheller, Un peuple et son roi, sur la Révolution française et la relation à Louis XVI jusqu'à son exécution. Et dans Un peuple et son roi, il y a une scène qui est bien connue, qui est celle de l'automne 89, où il y a des problèmes de disette à Paris, et où c'est une marche des femmes qui va chercher le roi et la reine pour les ramener à Paris, avec l'idée, hein, plutôt que le roi est de leur côté. C'est d'autres, c'est des méchants qui organisent la disette, mais le roi va nous sauver. Et donc les femmes vont le chercher. Le boulanger, la boulangère, son petit mitron, il faut qu'on ait du pain. Pendant le moment où, à Paris, le maire de Paris, Jean-Sylvain Bailly, à un moment, parce qu'on a amené à la question de la violence, à un moment, ça manque de pain et on s'aperçoit que des boulangers, ils ont gardé un peu de pain pour leurs copains. Et du coup, il y a de la colère. Hein, on prend le boulanger, on lui dit en fait, tu prends pour les autres, pour les riches, tu ne le donnes pas au peuple, etc. Les gardes s'interposent et tout, et puis ils n'y arrivent pas, et puis finalement, Jean-Sylvain Bailly, on lui amène le cœur et la tête du boulanger. La violence, elle va de pair avec des mouvements comme celui-là. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que les Gilets jaunes, notamment la partie, notamment Priscilla Ludowski et d'autres, c'est elle qui avait lancé le premier appel dès le printemps dernier sur la question des taxes et des impôts. C'est elle qui a appelé à cette marche des femmes, qui a eu lieu plutôt le dimanche, et dans laquelle, évidemment, là, on n'a vu aucun incident. Mais on n'a pas mis en exergue dans les médias dominants ces marches très populaires, très féministes en même temps, hein, mais qui reprenaient cet imaginaire, les femmes, les marches des femmes, hein, qui vont... Je dis ça parce que j'ai fait une découverte après avoir terminé ce livre, qui montre, parce que, évidemment, le discours global, discours récurrent de la classe politique professionnelle, de quelque étiquette qu'elle soit, et des commentateurs ou éditorialistes ou intellectuels qui l'accompagnent, c'est la méfiance à l'égard de la critique de la représentation. Disant, mais c'est très dangereux de critiquer la représentation. Et c'est, de ce point de vue, un grand manque de culture républicaine. Cette question démocratique, telle qu'elle a été portée au XIXe siècle par ceux qu'on appelait les marianeux, les démosoques en France. Hein, la Marianne était une des sociétés secrètes républicaines. Les démosoques, c'était les partisans de la République démocratique et sociale. Ils donnaient deux adjectifs, démocratique et sociale. Les démosoques. Eh bien, cela avait aussi une réflexion sur les limites de la représentation. À Paris et dans d'autres villes, vous trouverez souvent des avenues, des boulevards Ledru-Rollin. Ledru-Rollin est peu connu dans le détail. Ledru-Rollin, pourquoi y a-t-il ce nom? C'est parce que c'est le républicain qui a porté la question, sous la Deuxième République, du suffrage universel masculin. Du suffrage universel contre le suffrage censitaire. Il a porté cette question. Mais ce qu'on oublie dans l'histoire de Ledru-Rollin, qui est très intéressant, c'est que dès la Deuxième République commence par les espoirs de février 1848, et ça va m'amener à la violence. En juin 48, il y a les ateliers nationaux, le peuple qui se révolte, et là, c'est la répression, faite par des républicains, Cavaignac et d'autres, et ils y vont, pas de quartier contre la populace. À partir de ce moment-là, la Deuxième République devient une Deuxième République conservatrice. Et Ledru-Rollin part en exil, non pas sous le Second Empire, mais sous la Deuxième République. Son exil commence sous la Deuxième République. Et il va évidemment continuer après, sous le Second Empire. Il ne reviendra qu'après la Commune de Paris. Il n'aura plus de responsabilité politique. Or, dans son exil londonien,
il écrit un texte qui s'intitule « Plus de président » contre le président de la République. Les républicains ont été trahis par un président de la République. Le neveu de Napoléon est élu président de la République, c'est le premier président de la République élu dans notre histoire, et il trahit, il devient empereur. Il fait un coup d'État, il devient empereur. D'où le fait que les républicains, jusqu'à De Gaulle et la Ve République, ne voulaient pas d'élection au suffrage universel d'un président. Ils s'en méfiaient. Ils disaient, là on refait un César, on refait quelqu'un qui prend tout. Regardez, vous l'avez sous les yeux. On n'a pas arrêté, et la monstruosité continue. Et il dit dans ce texte, plus de présidents, bon, ça on comprend, virgule, plus de représentants. Plus de représentants, au pluriel. Et il pose la question, complexe à organiser, d'une vie démocratique qui ne se traduise pas par la délégation de pouvoir, où au fond toutes les décisions importantes passent par le suffrage, qui rejoint des questions comme l'usage du référendum suisse, par exemple, des votations, comme on dit en Suisse, citoyennes, c'est-à-dire l'idée que quand c'est une décision importante, le peuple doit toujours voter. Et ce n'est pas les représentants qui votent à la place du peuple. C'est au cœur, c'est des questions qui faisaient partie de cette tradition. Alors ça m'amène à mon quatrième point, la violence. J'ai, en tant que journaliste, vous savez que nous avons, nous, documenté l'ampleur de ce qui s'est passé, qui n'est pas du maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre, dans une culture démocratique, c'est le fait de préserver les populations dans le cadre de manifestations. Donc préserver aussi bien les gens qui ne manifestent pas que les gens qui manifestent. Dans la culture démocratique du maintien de l'ordre, la question des biens est secondaire. C'est d'abord protéger les personnes. Nous avons eu là, et nous avons toujours, un maintien de l'ordre français sur lequel je voudrais vous alerter, car il est le pire en Europe aujourd'hui. Nous avons la police la plus armée de toutes les polices européennes. Il ne manque plus que l'usage des armes à feu. Nous avons l'usage de grenades explosives qui peuvent tuer, c'était le cas de Rémi Fraisse à Sivins, et qui peuvent provoquer des mains ou des pieds arrachés. Et nous avons évidemment ces lanceurs de balles de défense dont nous sommes les seuls à avoir des dotations aussi nombreuses, aussi importantes, qui créent des blessures, des éborgnements, etc. Sans compter une pratique du maintien de l'ordre qui a été profondément violente, agressive et non pas protectrice. Face à l'inconnu d'une foule, qui n'étaient pas les interlocuteurs professionnels habituels. Bon, on n'a jamais vu ça. Depuis le climat de guerre coloniale, donc de la guerre d'Algérie, de guerre civile, nous n'avons jamais eu un maintien de l'ordre aussi violent, une répression policière. Nous n'avons jamais eu des consignes aussi explicites données par le pouvoir exécutif, notamment par la ministre de la Justice aux tribunaux sur le type de sanctions à prendre, alors que normalement la justice devrait être indépendante, en représentant du ministère public, donc elle demande non seulement des condamnations très fermes, mais il y a eu des consignes sur le fait d'arrêter les gens, y compris s'il y a peu d'indices, etc. Donc il y a tout un climat qui s'est mis en place, qui n'est pas seulement un climat, qui sont des actes d'une régression très importante, et jusqu'à, vous l'avez vu récemment, la mise en cause du droit de manifester. Et c'est une alarme très grave. Le droit de manifestation est un droit fondamental. On décide qu'il y a des gens qui abusent de ce droit de manifester. Que fait-on? On décide de le limiter. Et si on rentre dans cet engrenage, évidemment que beaucoup d'autres droits fondamentaux pourront être limités. Limité, alors que si c'est un droit fondamental, ben, il rentre entre conflit avec d'autres droits et on arbitre le conflit. Mais on ne va pas limiter le droit fondamental. On ne va pas le limiter a priori. Un pouvoir clairement autoritaire demain peut, avec cette loi, empêcher ses opposants de manifester. C'est-à-dire que ce que je voulais dire tout à l'heure en parlant des monstres, c'est qu'en fait les monstres ne sont pas ceux qu'on pense. Quand j'ai écrit et j'ai sorti cette image de Gramsci, en fait je l'ai réhabilité, je pensais, c'est les politiques qui font le lit de l'extrême droite. Mais les monstres ont peut-être un autre visage. Je pense à la nouvelle d'Oscar Wilde,
le portrait de Dorian Gray. Hein, ce notable, la gentry britannique, qui est toujours jeune, qui a un portrait formidable, qui lui montre sa beauté et sa jeunesse, et qui est en fait très décomposé à l'intérieur de lui-même, dans ses pratiques, dans ce qu'il est, et à un moment, c'est le portrait qui se décompose, et qui va lui montrer sa décomposition. Eh bien, j'ai l'impression que nous sommes peut-être devant cette monstruosité-là aujourd'hui, puisque nous sommes face à des pouvoirs qui se sont fait élire sous des discours démocratiques, y compris politiquement libéraux, et qui s'affichent aujourd'hui comme profondément illibéraux politiquement, et qui font des choix qui sont profondément régressifs, et qui confisquent réellement cette volonté populaire, qui refusent les avis des autorités administratives indépendantes, des contre-pouvoirs. C'est l'image du grand débat qui a lieu actuellement, qui sont en clair dans une dérive autoritaire. Nous l'avons affirmé sur la présidence de Macron, mais je crois qu'on ne s'est pas contenté de l'affirmer, on l'a documenté, y compris dans l'attitude à l'égard de la presse. Et là, c'est la vraie inquiétude. On ne fera pas bouger les choses sans assumer le fait que, face à la violence symbolique d'en haut et la violence non pas symbolique de ceux qui défendent les intérêts d'en haut, il faut aussi arriver à assumer pacifiquement, mais en se protégeant. Donc en se protégeant de leur violence, ça veut dire aussi certaines formes de violence. Il faut arriver à assumer la confrontation. C'est pour ça que j'ai réhabilité ce texte de Don Helder Camara en disant qu'il y a 3 violences. On parle toujours de la violence de ceux d'en bas, minoritaires, de ceux qui font le pas de cette violence, mais on oublie les autres violences. C'est-à-dire la violence de l'oppression et la violence de ceux qui défendent, forces de l'ordre et autres, cette oppression. Et là, je suis inquiet parce que je pense et on le voit, tous les défenseurs des droits humains qui s'occupent notamment des migrants depuis des années le voient, on voit quand même comment il y a une habitude qui se met en place. Et la vraie inquiétude, elle est celle-là. Elle n'est pas le coup d'État, elle n'est pas le pouvoir militaire, elle n'est pas le pouvoir qui va décréter la fin de toutes nos libertés. Elle est ces pouvoirs élus qui présentent ce visage avenant, mais qui, en fait, remettent en cause nos droits fondamentaux et qui s'appuient sur une structure étatique qui a désappris, qui n'est plus habitée par l'exigence démocratique. C'est une des leçons terribles de l'histoire française pendant la Seconde Guerre mondiale. La France, et c'est une leçon historique qu'il faut toujours méditer, est le seul pays où les nazis n'ont pas eu à imposer leur propre pouvoir. Pétain a eu les pleins pouvoirs à partir d'une assemblée qui était celle issue d'élections républicaines, démocratiques, celle du Front populaire. Il y a eu des parlementaires, les fameux 80, qui n'y ont pas voté, mais la majorité l'a voté. Ceux qui ont animé le pouvoir pétainiste n'étaient pas les extrêmes droites factieuses, n'étaient pas les extrêmes droites les plus idéologiques. C'était le cœur de cet appareil d'État conservateur. Ceux qui ont mené les politiques les plus répressives, les dirigeants de la police, notamment le chef de la police René Bousquet, qui sera jugé à la Libération, quand il est jugé à la Libération et qu'il a 5 ans d'indignité nationale seulement, ce qui sera amnistié après, il dit « La police de Vichy, monsieur le Président, était républicaine. C'était un préfet de la Troisième République, et après, voilà, considère qu'il a fait son job. Il ne se voyait pas du tout comme un fasciste ou un nazi. » C'est lui qui dira « N'oubliez pas les enfants dans les déportations. Emmenez les enfants. Ne les séparez pas de leurs parents. » Alors, je dis ça parce que le choc de l'histoire française, et dans l'émotion qui a eu lieu autour de l'antisémitisme, ne jamais oublier ça. Ce n'est pas les fascistes et les nazis qui ont pris le pouvoir au moment. Je parle du gouvernement français. Bien sûr qu'il y avait les nazis allemands étaient là, mais qui ont pris le pouvoir. Ceux qui ont fait la collaboration sont ceux de cet État pétainiste, de cet État qui s'est habitué, qui a pris sa ligne de plus grande pente. Un seul préfet a démissionné, un seul magistrat a démissionné.
Aucun avocat non juif, puisque les juifs étaient exclus, n'a quitté le métier d'avocat par solidarité avec les juifs. C'est-à-dire qu'il faut imaginer ça. Et nous sommes dans cette situation-là. Alors, quand je dis ce, c'est évidemment, les alertes, elles viennent d'abord des bords, des marges. Tous ceux qui travaillent sur les migrants nous l'ont dit depuis 10 ans. Nous ont dit, par exemple, que les camps revenaient en Europe. Alors, ce n'est pas des camps au sens des camps effroyables, mais c'est des camps. C'est-à-dire qu'on enferme dans des camps des gens, on les prive de liberté parce qu'ils ont exercé une liberté, qui est celle de se déplacer. Ils n'ont pas commis de crime. D'où le débat sur les enfants, justement. Le droit des enfants, et que l'on peut envoyer dans ces lieux de rétention qui sont de fait des camps. Cela a été... Migre Europe a documenté ça dans sa classe et l'a dit très tôt. Il y a le retour de camp où on enferme des gens, ce n'est pas des prisons, mais c'est une privation de liberté parce que vous êtes étranger. Vous êtes étranger, vous êtes discriminé, vous êtes privé de liberté uniquement parce que vous avez voulu vous déplacer. Donc, je dis ça parce que c'est ça, si on devait faire une expression, qu'est-ce qu'un État pétainiste, si on devait essayer de faire une théorie, un État pétainiste, c'est celui-là. Ce n'est pas un État qui devient pétainiste comme le jour et la nuit. C'est un État qui s'est habitué avant à tout cela. Et vous en avez eu un exemple très frappant. Et des batailles intérieures. Je ne sais pas si vous avez vu cette image d'un commandant de police qui frappe des manifestants qu'il a à sa main, ce qui est interdit. Il a quelqu'un, je ne sais pas si un manifestant, il dit qu'il avait un petit caisson de bouteille, mais le type est sur un mur, il est à sa merci. Et néanmoins, il le cogne. Puis après, il en prend d'autres et il les cogne. Alors, s'ils sont à sa merci, il n'a pas à les cogner. Évidemment, émotion, hein, David Dufresne, qui travaille avec nous, qui a documenté tout ça, émotion. Et ce sont des actes illégaux. Le procureur de la République a refusé de poursuivre. C'est un bon policier. Le procureur de la République. Et c'est le préfet qui a ouvert une enquête contre le procureur de la République. Et finalement, qui est, semble-t-il, classé. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez ça. Et on en parlera peut-être dans la discussion. L'affaire Benalla comme fait divers d'affaires d'État, partie d'un fait divers politique, elle montre un État